Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour la 25e table ouverte. Au sommaire, aujourd'hui, budget 2026, le RN est-il socialiste ou libéral? Mercosur, est-il encore possible de bloquer le traité? Et présidentielle 2027, quel candidat faut-il espérer ou redouter pour le centre? Pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le Contrôle, et Kylian Schwab, secrétaire général de Reprenons le Contrôle. Bonsoir à tous les deux. Revenons pour commencer, messieurs, sur cet interminable budget. Nous étions restés la dernière fois dans la perspective d'une dissolution qui finalement n'a pas eu lieu, en grande partie grâce ou à cause des socialistes qui ont fait une sorte de marchandage, de maquignonnage tel qu'ils nous ont habitués à le faire au fur et à mesure des décennies. Le RN a été un peu au centre des tirs finalement, puisque leur contre-budget a été notamment le fruit de nombreuses critiques. Et Charles-Henri, toi-même, tu as été finalement invité bien des fois pour expliciter en quelque sorte la philosophie économique et budgétaire du RN. On a pu constater qu'il y avait deux axes, un peu contradictoires d'ailleurs, d'attaque. De la part de la droite, je dirais la droite libérale, conservatrice, donc de David Lisnard, ou de Reconquête, des attaques en socialisme. Le RN serait l'avant-garde du soviétisme ou du retour du communisme. Et de la part, plus traditionnellement, je dirais une attaque plus traditionnelle de la part de la gauche, en critiquant l'aspect très voué au capital, très libéral du budget proposé par le RN, et en tout cas des propositions qu'ils font dans le cadre de cette discussion budgétaire. Alors, je voulais avoir ton opinion, ton éclairage là-dessus. Tu as eu l'occasion de t'exprimer à de nombreuses reprises, de façon d'ailleurs assez lucide et efficace, j'ai trouvé. Alors, il y a plusieurs sujets. Disons que le RN n'a pas été tant attaqué sur le budget, le contre-budget proposé, qui est finalement la copie qu'aurait mise en place le Rassemblement national s'il avait été aux affaires, mais il a plus été attaqué de manière assez malhonnête intellectuellement sur des votes d'amendements qu'il a fait. Et j'aime beaucoup, moi, en fait, prendre du recul sur ce type de vote, parce que là, en fait, les Français, les chefs d'entreprise aussi, sont perdus quand ils voient ce budget, parce qu'on leur annonce tel amendement a été voté à l'Assemblée, telle taxe ou tel impôt a été voté à l'Assemblée, et les médias en parlent, en fait, comme si c'était quelque chose d'acté. Et donc, il faut prendre un petit peu de recul déjà là-dessus. Le premier point, et ce qui choquait majoritairement les gens qui viennent du monde de l'entreprise, c'est quand il y a eu des taxes et impôts qui ont été votés. Ça, il faut bien le resituer, et Jordan Bardella l'a dit plusieurs fois, Marine Le Pen également, c'est que c'est l'examen du budget qui est fait comme ça. Ce qui nous paraît une aberration, c'est que dans l'examen du budget, on va voter d'abord les recettes avant de voter les dépenses. Alors que pour nous, évidemment, il nous paraît plus raisonnable de d'abord voter les dépenses pour essayer de faire quand même baisser la dépense publique. La France est quasiment recommande du monde la dépense publique, avant d'étudier le volet des recettes. Mais ça, malheureusement, c'est pas comme ça que c'est fait. Tu veux dire qu'en fait, ça, c'est la procédure habituelle. Habituelle. D'accord. Et il y a une autre chose que les gens ne savent pas. Moi, je dis souvent que ce budget ou même les amendements sont pas nos budgets. Pourquoi? C'est que l'opposition, finalement, dans tout ça, a un rôle assez limité, notamment pour le vote des recettes, parce que c'est l'article 40 de la Constitution, l'opposition n'a pas le droit de faire baisser l'imposition. C'est-à-dire que quand l'opposition propose, par exemple, on avait proposé la suppression d'un impôt de production qui est terrible, qui est la C3S, d'ailleurs c'est marrant, c'est les macronistes après qui nous accusent de socialistes, qui eux ont fait un deuxième vote pour réintégrer cet impôt de production. Mais quand l'opposition vote une baisse de la fiscalité, elle doit ce qu'on appelle le gager, c'est-à-dire qu'elle doit voter une augmentation de l'imposition par ailleurs. Donc l'opposition n'a pas le pouvoir de modifier le budget initial à la baisse. Alors c'est un point constitutionnel, hein, c'est ça? Bien sûr, c'est un point constitutionnel. Les parlementaires en fait ne peuvent pas voter voter une baisse des ressources de l'État. Bien sûr. D'accord. Il n'y a que en fait le gouvernement qui le peut. Et donc moi c'est un peu l'inverse que je disais, c'est que j'aimerais qu'on ne juge pas, et après on pourrait éventuellement aller sur le fond du dossier, les mesures qui ont été polémiques, qui ont été mises en place pour le RN, essentiellement d'ailleurs par les macronistes et les LR, qui finalement en fait sur
les thématiques fortes du Rassemblement national, immigration, insécurité, en fait, maintenant, ils n'osent même plus nous attaquer. Ils n'osent plus nous attaquer et même, en fait, ils voient tellement que c'est majoritaire dans le peuple français que maintenant, ils utilisent les mêmes mots, même si au niveau des actes, on a bien vu depuis 8 ans que c'est pas trop ça. Et donc, ils n'ont plus que l'économie pour essayer d'attaquer le Rassemblement national en expliquant que le Rassemblement national, finalement, aurait une politique qui serait pas sérieuse, qui serait socialiste. Mais encore une fois, il faut juger aux faits et il faut prendre un petit peu de recul. Déjà, ce qui a été voté, encore une fois, on peut le déplorer, mais le budget risque de passer par ordonnance, ça il faut le rappeler. Quand on passe un budget par ordonnance, ça veut dire que c'est le budget initial qui va passer. À moins qu'il y ait une censure avant, mais encore une fois, il faudrait pour ce le faire gouvernement peut retenir certains amendements. Voilà, mais il n'a aucune obligation de le faire. Aucune obligation de le faire. Et dans ce cadre-là, il faut rappeler quel est ce budget initial. Le budget initial des macronistes, c'est le budget dit Le Cornu. C'est un budget qui continue à augmenter la dépense publique de 30 milliards d'euros et qui augmente les taxes et impôts de 20 milliards d'euros. Donc si les mots ont encore un sens, un budget qui augmente la dépense publique, qui augmente les impôts, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les macronistes depuis 8 ans, c'est ce qu'on appelle un budget socialiste. Que proposait à contrario le contre-budget du Rassemblement national? Il proposait de baisser en net de 50 milliards d'euros la dépense publique et de baisser la fiscalité, avec notamment une baisse de 25 milliards de la fiscalité sur les particuliers, notamment par des baisses de TVA sur l'énergie, sur les produits de première nécessité. Là, vous avez peut-être vu, quand on parle de vote d'ailleurs, que les députés macronistes avec la gauche, les LR, ont quand même voté un quadruplement de la TVA sur les bouteilles d'eau. Donc après, c'est les mêmes qui vont hurler la fiscalité. Enfin bref, ils ont voté ça, ils ont refusé la baisse de la TVA sur l'énergie. Et il y a 20 milliards d'euros de baisse de la fiscalité sur les entreprises, et en particulier les baisses d'impôts de production qu'on a essayé de faire passer, mais que les macronistes n'ont pas souhaité. Donc en fait, on a les macronistes qui nous proposent des budgets socialistes depuis 8 ans. On a les LR qui, pareil, se découvrent maintenant qu'ils ne feraient plus une seule hausse d'impôts. Mais quel était le dernier Premier ministre LR? C'était Michel Barnier, d'ailleurs, il est à nouveau député LR. Et lui proposait quoi? Il proposait un budget qui continue à augmenter la dépense publique de 2,5% et qui faisait un matraquage fiscal de 40 milliards d'euros. 20 milliards en plus pour les particuliers, 20 milliards de plus pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle un budget socialiste. Donc en fait, moi ça m'amuse quelque part que le seul groupe à l'Assemblée nationale qui propose à la fois de la baisse de la dépense publique et la baisse de la fiscalité, ce qu'ils ont été incapables de faire en 8 ans, se fasse taxer socialisme. Et donc c'est pour ça que je dis, ne regardez pas les amendements qui sont votés, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition, de toute façon vous n'avez pas la main. Vous pouvez voter quelque chose, mais après ça ne dépend pas de vous que ça passe. Donc effectivement, le RN a voté des choses qui ont amené des hausses d'impôts. Le RN a proposé des baisses d'impôts qui ne sont pas passées. Donc il faut juger, je pense, la globalité. Et les deux mesures qui ont cristallisé finalement ces accusations de socialisme, c'était quoi? C'était ce qu'ils appelaient la taxe sur les multinationales, qui en réalité n'est même pas une taxe sur les multinationales, parce que c'est un mécanisme de lutte contre la fraude fiscale qui est de dire, finalement, il n'est pas normal, par exemple, quand vous allez au café du coin, au restaurant du coin, il n'est pas normal que ce restaurant du coin il paye 25% d'IS quand vous avez Starbucks et McDo qui ne payent quasiment pas d'IS, parce qu'ils jouent sur les prix de transfert pour ne pas payer d'impôts. Et ce mécanisme visait à ce que McDonald's, Starbucks ou McKinsey, par exemple, payent un impôt en France basé non pas sur le profit qu'ils déclarent, mais sur la part du chiffre d'affaires français par rapport au chiffre d'affaires mondial rapporté à son profit mondial. Et d'ailleurs, ça, c'était même pas dans notre contre-budget. Pourquoi le RN l'a voté? Parce que c'est un objectif qui est louable de long terme, de lutter contre la fraude fiscale, mais il n'était pas dans le budget du RN, tout simplement parce que, évidemment, ça remet en cause des conventions fiscales avec quasiment tous les pays. C'est pas du tout quelque chose qui est applicable du jour au lendemain. Vous les renégociez avec tous les pays. C'est pas du tout 26 milliards qui vont rentrer comme ça. Donc, de dire que ça serait une hausse de l'imposition, voilà, c'est absurde. Et le deuxième point, c'est c'était un amendement d'ailleurs qui n'est pas du RN, qui est un amendement du MoDem, sur l'impôt sur la fortune dite improductive. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tout peut être productif dans les actifs, mais bon, c'est le terme qu'a utilisé le MoDem. Et en fait, on a dit c'est un nouvel impôt sur le patrimoine, c'est le retour de l'ISF, etc. Mais c'est absolument grotesque de dire ça. C'est-à-dire que c'est la transformation d'un impôt existant, on peut critiquer d'ailleurs celui-ci ou l'autre, mais c'est la transformation d'un impôt existant qui était l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière, dans cet impôt-là, qui finalement concerne moins de personnes que ce que ça concernait l'IFI. Donc, drôle de hausse d'impôt. C'est-à-dire que l'IFI concernait 186 000 personnes, et ce nouvel impôt va concerner que 150 000 personnes. Pourquoi? Parce que même si l'assiette est un peu plus large, avec des œuvres d'art, avec quelques produits de type assurance vie, mais il faut y aller pour avoir plus d'1,3 million d'assurance vie. On sent que l'avantage fiscal s'arrête à 150 000 euros, donc il n'y a personne qui a ces montants-là en assurance vie.
Et finalement, ça concerne moins de monde parce qu'il y a un abattement qui est supérieur sur la résidence principale, ce qui touche justement plus de classes moyennes supérieures plutôt que de très riches. Donc on peut dire évidemment que ça va dans le bon sens, mais de dire que ça c'est de la folie fiscale, c'est rire. Ou sinon vous dites qu'il faut supprimer l'IFI, mais c'est encore un autre débat. Donc on voit bien que les arguments sont globalement de mauvaise foi. Et en fait, le RN, évidemment, la gauche va dire que le RN est libéral parce qu'il propose la baisse de la dépense publique. Mais le RN, on aime. C'est pas une question de couleur, même le libéralisme en plus en France, vous savez qu'on confond souvent le libéralisme avec le capitalisme de connivence, donc c'est très compliqué d'avoir ces étiquettes-là. Le RN se qualifie plus comme le parti du bon sens, et c'est ce que dit souvent Jordan Marlès, c'est le RN par sa politique budgétaire économique, parce que ça ne s'arrête pas à la baisse de la dépense publique, il y a aussi l'allègement normatif, il y a aussi le rétablissement de la prix foncier de l'électricité, c'est en ce sens que on dit, on affirme, et je suis prêt à débattre de ça d'ailleurs avec n'importe quel macroniste ou LR, que le RN est le parti qui est le plus pro-entreprise et pro-croissance du fait de ses propositions budgétaires, mais aussi du fait de sa politique économique. Et d'ailleurs, j'ai vu que le livret de la CPME sur la réindustrialisation, il y a les 3/4 des mesures en fait, qui sont des mesures qui sont proposées par le RN depuis 5 ans, donc on voit finalement qu'il a été le parti de la réindustrialisation et le parti pro-entreprise. Les débats, enfin, je veux dire, les commentaires sur le débat budgétaire sont tombés dans une telle caricature que c'est difficile d'y voir clair. Bon, déjà, on a vu beaucoup. Alors en fait, c'était surtout sur les réseaux. Hein, on a vu énormément de commentaires sur les travaux en commission, avec des extraits, puisque c'était filmé en commission. D'ailleurs, je me demande si c'est une bonne chose finalement, que ce soit public, oui, mais que ce soit filmé et que ce soit retransmis sous forme de short, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt, mais en commission, donc c'est-à-dire que on est à l'Assemblée nationale, le budget est déposé à l'Assemblée nationale, donc il est discuté en commission, puis ensuite il sera discuté en séance plénière, et ensuite il va au Sénat et il peut revenir à l'Assemblée nationale. Donc déjà, en plus de tout ce qu'a dit Charles-Henri, c'est pas parce qu'une mesure est votée en commission qu'elle restera jusqu'au bout, puisqu'elle va passer à l'Assemblée plénière, puis au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale. Enfin bref, c'est tout le but du travail en commission. Et donc surjouer là-dessus, effectivement, les médias qui ressortent, mais maintenant c'est même en direct en fait, puisque quand on a les fils des journaux en ligne, en fait on a en direct, l'Assemblée nationale vient de voter, je sais pas moi, un impôt pour 4 milliards d'euros. Enfin, oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens. C'est même, ça contrevient un peu à la sincérité j'allais dire du scrutin, c'est pas un scrutin, mais non, mais ça, les gens sont perdus en tout cas quand on le voit, quand on discute avec eux. Oui, non, mais clairement, oui, parce que c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a une stratification due à la procédure et puis due au fait que effectivement le budget c'est toujours assez complexe. Il faut reconnaître que les commentaires aidants et la mauvaise foi s'accumulant, je pense que les gens sont complètement perdus. Oui, ils sont perdus, mais ils sont perdus. Bon, et c'est la procédure budgétaire. Ça ne fait pas très bien à quel niveau ça se situe. Quoi. Oui, c'est ça, mais la procédure budgétaire est probablement la plus complexe du système parlementaire français, mais en fait de tous les systèmes parlementaires. C'est normal. À la base, c'est sa prérogative. Exactement, oui, c'est pour ça que les parlements existent. À la base, c'est pour voter l'impôt et surtout pour le refuser au roi. Mais c'est notamment en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est absolument, c'est totalement le cas. Bon, toujours est-il que pour revenir à cette histoire de commission, il a été, enfin évidemment, le RN a fait l'objet des attaques, des principales attaques, puisque les commentateurs se sont glissés dans justement la méconnaissance et les trous dans la procédure budgétaire que effectivement la plupart des gens ne connaissent pas, pour attaquer le RN en le désignant alors effectivement soit à gauche comme étant disons les fascistes avec les capitalistes, ça comme d'habitude c'était ça l'idée, et à droite en disant le RN est socialiste. Bon. Alors déjà il peut être l'un ou l'autre, mais il peut pas être les deux simultanément, donc il va falloir choisir. Mais je crois surtout qu'en fait les commentaires perdent de vue, ou alors en fait mentent en réalité sur l'objectif d'un budget. Effectivement, on parle d'abord des recettes, donc on parle forcément des impôts, c'est la principale ressource de l'État, il y en a d'autres, il y a le domaine, mais c'est rien par rapport aux impôts. Donc évidemment qu'on parle des impôts quand on parle des recettes de l'État, ça va de soi, hein, quand on est au conseil municipal, quand on parle du budget, on parle des recettes, donc de l'impôt, des impôts locaux. C'est une tautologie, mais il faut le répéter, puisqu'apparemment c'est pas clair. Et donc forcément, le RN fait des propositions en matière de hausse, de baisse d'impôts ou de création d'impôts, mais il ne peut pas faire autre chose, on discute des recettes. Donc on ne va pas proposer de baisse de dépenses alors même qu'on discute des recettes. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il faudrait inverser l'ordre de la discussion,
Mais je pense que même là, les commentateurs trouveraient à attaquer et à y redire. Oui, parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui s'opposeront à la baisse des dépenses par principe. Enfin, Oui, voilà. bien sûr, mais De toute façon, c'est là où je les voulais en postures venir. sont gelées sur C'est que ces questions-là. l'impôt, c'est pas un système autoréférentiel. On prélève pas l'impôt pour prélever l'impôt et on dépense pas pour dépenser ou on baisse pas les dépenses pour baisser les dépenses. C'est pas l'objectif, c'est pas ça. Derrière, il y a des politiques publiques, derrière, il y a des programmes, derrière, il y a un intérêt. On vise un certain intérêt général et les partis voient l'intérêt général à différents endroits. Bon, pour les macronistes, on se demande où ils le voient d'ailleurs. Mais en tout cas, par exemple, le RN, si le RN voit l'intérêt général d'une certaine manière, et le PS lui reproche de voir l'intérêt général de cette manière. Bon, ce qui se passe, c'est qu'ils instrumentalisent cette vision, ou même ils ont complètement perdu d'ailleurs de vue qu'ils étaient censés défendre l'intérêt général, mais on vote des impôts pour financer des politiques publiques, pour inciter à des comportements, pour désinciter à des comportements, mais on ne vote pas l'impôt pour voter l'impôt. Enfin, dire le RN vote un impôt, donc c'est des socialistes, enfin, ça relève de... C'est abrutissant. Oui, c'est abrutissant. Et je trouve que, vu la situation dans laquelle nous sommes, il faudrait revenir à beaucoup plus de sérieux de la part des commentaires, et notamment des commentaires en ligne, qui parfois se jettent, notamment sur Twitter, sur les députés du RN, notamment Jean-Philippe Tanguy, mais pas que, pour le dépecer, parce que, vous comprenez, le RN a voté oui en commission pour un impôt. Ou pour, par exemple, la suppression d'une niche, ou, comme tu le disais, pour un dispositif de lutte contre la fraude des grandes entreprises multinationales. Étrangères en plus. Étrangères, oui. Pas les Françaises, parce que les Françaises payent plus que la part. Oui, j'avais lu à ce sujet, je sais plus quel, je crois que c'est un économiste ou un commentateur en tout cas, qui disait que tout le monde allait partir. Si on votait ça, c'était la fin, que tous les investisseurs allaient quitter la France, puis ensuite, carrément, les entreprises françaises allaient délocaliser. Enfin, oui, mais encore une fois, il faut savoir, est-ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont inféodés aux capitalistes, comme on le dit à gauche, ou est-ce qu'ils vont faire partir toutes les entreprises ? Il faut choisir, ça ne peut pas être l'un et l'autre, hein, c'est parce que... Bon, voilà. Oui, mais ils diront que les autres se trompent. C'est pas très sérieux, c'est surtout, on le voit, là où c'est de la mauvaise foi, c'est qu'encore une fois, la seule copie globale qu'on peut juger, c'est le contre-budget. Le reste, faire une sélection qui n'est pas exhaustive en sélectionnant un ou deux pour mettre en avant, mais sans évidemment parler de toutes les propositions de baisse de la fiscalité par ailleurs. Bon, c'est une mauvaise foi crasse. Et encore une fois, si le RN propose une baisse de la fiscalité, le RN n'est pas majoritaire et le RN de toute façon ne peut pas proposer une baisse de la fiscalité dans l'ensemble parce que c'est anticonstitutionnel. Donc il faut avoir un peu de recul, sortir de la mauvaise foi. Et je pense que tout le monde a bien compris qu'il faut en revenir à la base, savoir le budget le cornu, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Et encore une fois, qui est malheureusement un très mauvais budget. C'est pour ça qu'il aurait fallu censurer. Et là, on peut revenir au manque de courage du PS et même des LR qui hurlent qu'il ne faudrait pas de hausse d'impôts. Dans le budget le cornu, il y a une hausse de 20 milliards des impôts. Donc pourquoi les LR n'ont pas censuré directement ? En réalité, que ce soit le PS ou les LR, ils n'ont pas censuré. Parce il faut dire appeler un chat un chat, ils veulent garder leur poste et ils ont la trouille de retourner devant les électeurs. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Le LR était d'ailleurs extrêmement discret. Hein. On les a pas tellement entendus. Ils ont juste essayé pour se différencier d'hurler sur le RN en disant que le RN serait socialiste. En termes de propositions, je veux dire. Non, ils n'ont pas brillé par leurs propositions. À gauche, ils ont eu l'os arrangé, ils ont jeté l'os arrangé de la taxe Zuckman. Ce qui a permis ensuite de disqualifier tous ceux qui n'étaient pas pour cette taxe. Surtout les socialistes, en fait. Oui. Tous ceux qui n'étaient pas en faveur de cette taxe étaient forcément des gens, les libéraux, etc. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas effectivement les moyens de faire passer cette taxe, a priori, dans la composition actuelle de l'Assemblée. Là, ils sont dans une position de faiseurs de roi, et d'ailleurs, à mon avis, ils en sont très contents, hein, ils sont très fiers d'eux, probablement, puisqu'ils disent c'est grâce à nous que le gouvernement Le Cornu tient. Donc vous voyez, on a obtenu la suppression de la réforme des retraites. Donc vous voyez... La suspension. Oui, la suspension. Alors d'ailleurs, oui. Souvent, ils font lapsus. Il sera peu de monde et que va payer en revanche une majorité de Français. Oui, tout à fait. Mais en plus, d'ailleurs, ils font souvent le lapsus puisqu'ils parlent de suppression. Alors, à part Olivier Faure qui reste parce qu'il faut qu'il mène le navire, mais on entend souvent le lapsus, suppression, suspension. Bon, effectivement, la réforme n'est pas supprimée. On n'est pas revenu au régime précédent ad vitam. Et il proposait aussi la taxe Zuckman. Enfin bref, il se voyait comme faiseur de roi, et à mon avis, c'est à destination des municipales, puisqu'il s'agit de faire un bilan, en gros, en disant « Regardez ce qu'on a pu obtenir, on obtiendra encore plus, soutenez-nous, votez pour nous. » Voilà, bon. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai perçu la taxe Zuckman, c'est-à-dire que c'était un effet d'annonce pour dire « Regardez,
on est des Che Guevaristes, quoi. Oui, mais surtout que l'absurdité de la taxe Zuckman a été soulignée par énormément de monde, y compris des économistes classés pourtant à gauche, qui ont dit mais c'est absurde. Enfin, De toute façon, c'est une taxe qui n'existe nulle part ailleurs dans le Oui. monde. Et même si vous prenez en Europe, des taxes sur le patrimoine en général, il y en a en Norvège et en Suisse, mais à des taux Très qui faibles. sont très faibles. Alors là, c'est les plus larges parce que ça commence tôt, mais c'est des taux après très faibles. Et sinon, il y en a un tout petit peu, mais qui ne prennent pas. De toute façon, ça prend jamais les biens professionnels. Hein. Mm. En Suisse, en Norvège, Oui. si vous prenez l'espèce de taxe qui existe en Mm. Italie et aux Pays-Bas, ou en Belgique, il n'y a jamais les biens professionnels. En fait, c'est-à-dire que c'est une taxe qui n'existe nulle part dans le monde. Donc Des- c'est évidemment une machine à détruire de l'entreprise et détruire du capital. Et là, pour le coup, effectivement, c'est une machine à délocaliser. Mais d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure c'est constitutionnel de créer une taxe comme ça Pas forcément, parce qui que recouvre tout. Enfin, comment dire, le conseil, ça dépend deux plus entités différentes, c'est quoi. par C'est-à-dire rapport la personne au privée et revenu. la personne. Normalement, il y a un plafond de fiscalité par rapport au revenu et le Conseil constitutionnel pourrait considérer que la taxe en tant que telle est confiscatoire et la faire Oui, d'accord, sauter au ok, niveau par ce constitutionnel. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand vous avez les gens de gauche qui hurlent à chaque fois quand le RN veut faire un référendum constitutionnel sur l'immigration parce que ça serait remettre en cause l'état de droit, etc. Quand ils voudront mettre leur taxe Zuckman et s'ils avaient une majorité, s'ils étaient empêchés par le Conseil constitutionnel, ce serait les premiers à hurler au Oui, bien gouvernement sûr, des bien sûr. juges, à la grande problématique, aux problématiques de l'état de droit, etc. Donc ils sont très amusants et souvent en tout cas d'une grande mauvaise Il y a foi. plusieurs principes qui pourraient même être utilisés, parce qu'il y a le principe d'égalité devant l'impôt, mais il y a aussi le principe, même le droit de propriété en fait. Parce que prélever une somme donc équivalent argent d'un patrimoine, donc d'actifs, qui par définition sont plus ou moins liquides, mais qui ne sont pas immédiatement liquides, pourrait être assimilé à une privation du droit de propriété en fait. Donc il y a plusieurs axes pour éventuellement contester la taxe Zuckman Et alors, devant le Conseil constitutionnel. pour clore le sujet du budget, finalement, quel calendrier faut-il s'attendre maintenant, comment les choses vont-elles se dérouler? Si c'est pas en ordonnance, par exemple, ce sera à quel moment? Eh ben, ce sera forcément au 31 décembre. Hein. C'est le 31 décembre, 31 la décembre, date butoir. Et si c'est voté par voie Moi, je ne normale, crois pas je du dirais. tout à un vote du budget. D'ailleurs, même sur la partie recette, a priori, ça serait, je crois, une première. Il y aurait une unanimité d'un vote contre. C'est-à-dire que même les macronistes vont voter contre. La partie, en tout cas, après amendement. C'est Oui, pour après ça qu'on- amendement, oui, d'accord. on a vraiment une autoroute vers les ordonnances et un retour au budget initial. Alors, ils vont peut-être accorder 1 ou 2 amendements de plus aux socialistes pour éviter la censure, mais je pense que ça s'arrêtera là. Mais ce sera soit les ordonnances, ce qui n'est jamais arrivé, hein, il faut le préciser, soit une loi spéciale comme l'année dernière qui reconduira Ouais. le budget Et donc au plus tôt? au plus tôt le 15 décembre. Oui, d'accord. Donc dans tous les À cas, mon avis, ce serait même plutôt pour du vin. Hein. Je pense aussi. Parce qu'avec Barnier, dans c'était. une sombre nuit d'hiver C'était le 18. pour l'équinoxe, Quelque chose peut-être. comme ça, enfin la censure c'était le 18. Non, mais ce sera à la toute fin. Ce sera à l'extrême fin. Et surtout, il faut se souvenir que même, admettons qu'un budget soit voté, il est évident que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, sachant que c'est déjà le cas quasiment tous les ans, le Conseil constitutionnel sera saisi Ah oui. de la Ce qui loi. ajoute Eh oui, une couche et un délai oui, oui. supplémentaire. Et il y aura forcément des éléments censurés. Enfin bon. Donc, mais bon, je m'y attends pas du Bon, tout. voilà. Ce sera ordonnance ou loi spéciale. Nous ne sommes pas sortis des ronces, hein, pour résumer la question. Bien, passons au second sujet, épineux celui-ci, puis un peu interminable également, le traité d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Il ne manque finalement plus que la signature du Conseil de l'Union européenne, qui est un peu la chambre haute de l'Union européenne, et la validation de sa signature par le Parlement européen. Sachant que au Parlement européen, le groupe Patriotes pour l'Europe, dont le RN est, dont Jordan Bardella d'ailleurs est le président, je crois, et qui est donc le groupe dominant, où le RN est dominant, s'était saisi en quelque sorte de ce dossier du Mercosur pour justifier sa demande j'allais dire d'impeachment, mais c'est la motion de censure contre Ursula von der Leyen. Alors ça n'a pas abouti. Mais on voit que c'est quand même au cœur de ces tractations. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ça? Est-ce qu'il va finalement passer? Est-ce qu'on peut encore agir
par conséquent au niveau européen. Je rappelle que comme l'accord a été scindé en deux, il n'y aura pas de ratification des États. En tout cas, elle n'est pas utile pour que l'accord entre en La vigueur. partie commerciale entre vigueur, ouais. Voilà, faisons un petit récapitulatif de ces points et des perspectives pour l'avenir à ce sujet. Et je pense qu'il y a deux dimensions en fait sur ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français et finalement qu'est-ce qu'ont fait ou n'ont pas fait les macronistes et Emmanuel Macron pour bloquer cet accord et qu'est-ce qui va se passer au niveau européen. Commençons par le niveau européen parce que je pense que ça va être réglé assez rapidement. Vous avez finalement un vote qui va passer au Conseil à la majorité qualifiée, parce que c'est le cas, avant c'était une unanimité, mais depuis le traité de Lisbonne, maintenant il y a juste besoin d'une majorité qualifiée. Et pour l'empêcher, il aurait fallu constituer une minorité de blocage. Les Polonais ont essayé, apparemment des Italiens, ils se sont un peu retirés, et Emmanuel Macron était censé être la tête de proue pour obtenir cette minorité de blocage. Mais quand on regarde les faits, en fait, il ne s'est pas beaucoup battu et il n'y aura pas de minorité de blocage. Donc ça veut dire qu'au Conseil, ça risque de passer. Et le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, a déjà dit, et c'était aussi ce qu'avait dit Ursula von der Leyen, que l'objectif était de le faire passer avant le 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? Parce qu'il y a un sommet des pays du Mercosur au Brésil. Et d'ailleurs aussi, c'était l'objectif de toute façon de le faire passer avant la fin de l'année, parce qu'il y a des présidentes tournantes dans le Mercosur, comme c'est le cas dans l'Union européenne, et que c'est le Brésil, et que Lula voulait absolument que cet accord soit signé quand il était à la présidence symbolique du Mercosur, exactement. Et au Parlement européen, après, donc ça va passer malheureusement, et au Parlement européen, ça va certainement, à mon avis, être voté lors de la plénière de décembre. Et là, même s'il y aura un vote plus serré que pour d'autres votes, tout porte à croire que le Mercosur passera, parce que si ce n'est les députés dits de gauche ou droite radicale qui vont être contre, et des députés nationaux de très peu de pays, peut-être un peu la Pologne, la France, encore c'est même pas le cas, peut-être que les macronistes vont s'abstenir au Parlement européen, on ne sait pas. Donc a priori, il y aurait 300 députés qui s'opposeraient, d'après les décomptes des spécialistes du Parlement européen, mais ça ne suffirait pas pour bloquer l'accord. Donc l'accord passera. Qu'est-ce que fait la France, aurait pu faire la France? Il y a déjà une énorme hypocrisie. Moi j'ai dit dès le début que les macronistes en fait avaient un discours à Paris, ils avaient un discours différent à Bruxelles, et on peut même dire qu'Emmanuel Macron a un discours différent à Rio, parce qu'Emmanuel Macron était à Rio, là vous avez suivi dernièrement, le 8 novembre, et là avec Lula, c'était pour la COP, ça va être la trentaine, COP 30, COP 30, je sais plus où on en est, ça va être la 30 ou 31, et là-bas, quand il était à côté de Lula, il a dit les clauses de sauvegarde, on pourra revenir dessus sur ces clauses de sauvegarde, si elles sont utiles ou pas, ça va dans le bon sens, et donc tout porte à croire qu'on va pouvoir finaliser l'accord. Les garanties sont suffisantes. Le 8 novembre. Il revient à Paris le 12 novembre, et avec sa ministre de l'Agriculture, ils ont des rencontres avec les agriculteurs près de Toulouse. Et là, changement complet de discours, l'accord tel qu'il est ne nous convient pas, il faudra bloquer, et ça allait plus loin parce que ce soit Mme Geneviève ou Benjamin Haddad ont expliqué que non seulement il fallait les clauses de sauvegarde marquées noir sur blanc, mais il fallait également des clauses miroirs. Clauses miroirs, qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire que les produits agricoles des pays du Mercosur qui entrent dans l'Union européenne doivent respecter les mêmes normes que les agriculteurs européens. Sauf que déjà, ça n'arrivera pas. Le commissaire à l'agriculture a dit qu'il n'y avait pas besoin de clauses miroirs parce qu'il y a une espèce d'omnibus, qui a un package d'éléments maximaux au niveau des pesticides. Mais bon, ça va être des règles plus laxistes que ce qu'on impose à nos agriculteurs. Et de toute façon, les pays du Mercosur ne voudront pas. Et même, j'ai envie de dire, même s'il y avait des clauses miroirs, l'Union européenne ne contrôle pas les produits. Donc vous pouvez très bien avoir des clauses miroirs, elles n'auront pas les mêmes normes. Sur le papier, mais voilà, sur le papier, mais pas l'application. Les clauses de sauvegarde vont être la pilule pour les macronistes pour dire regardez, on a obtenu des choses et on va valider cet accord parce qu'ils ne veulent pas perdre la face non plus en disant que l'accord a été validé malgré eux. Donc il y a une grande hypocrisie. D'ailleurs, au moment des élections législatives, dans la Nièvre, j'avais un débat face aux jeunes agriculteurs avec les députés macronistes Perrine Goulet. Et j'expliquais aux jeunes agriculteurs que les macronistes avaient un double discours et qu'ils verraient que les macronistes ne font rien pour bloquer, que l'accord avec le Mercosur passerait, alors qu'on peut très bien faire différemment. Effectivement, il y a ce problème de la majorité qualifiée, mais on peut encore avoir un petit peu d'honneur et de courage. Et le président français peut très bien dire que si le Mercosur passait sans l'avis de la France, étant donné le poids de la France, on fait la politique de la chaise vide et on arrête la contribution française au budget de l'Union européenne. Là, c'est un vrai rapport de force. Mais évidemment qu'Emmanuel Macron ne fait pas du tout ça. Donc ça veut dire que ce soit explicitement ou pas, volontairement ou pas, le Mercosur passera avec la complicité des macronistes. Bon, cette histoire de clause sauvegarde, c'est une habitude de
de l'Union européenne, hein, qui prévoit toujours des mesures transitoires à chaque fois dans tous les textes pour faire passer la pilule. En fait, bon, c'est ni plus ni moins que du lubrifiant, hein. À chaque fois, c'est pour faire passer la pilule. En fait, c'est pour permettre au marché de s'adapter. Et donc, en fait, la structure du marché va changer. À la fin, ce sera trop tard. Et en attendant, on a réussi à faire passer l'accord ou à faire passer le texte en disant que vous comprenez, les États auront des marges de manœuvre, etc. Alors qu'en réalité, toutes ces marges de manœuvre vont tomber et l'objectif, c'est de changer la structure du marché, puisque l'objectif, c'est d'accroître les importations de produits agricoles en provenance du Mercosur, dans l'espoir éventuellement d'accroître nous-mêmes nos exportations là-bas. Bon, L'exportation industrielle. oui, principalement, notamment celle de l'Allemagne, j'imagine. Enfin, c'est même pas j'imagine, c'est je le sais. Et puis, il y a aussi, il y a plusieurs autres, je pense qu'il y a aussi plusieurs autres enjeux. Je pense que l'attitude des Pays-Bas sur la question est assez ambivalente, parce que les Pays-Bas savent qu'ils sont la plateforme commerciale de l'Union européenne. Enfin, Bien sûr, ouais. plus de 40%, et ça monte même Rotterdam. ça monte à plus de 60% des produits importés hors de l'Union européenne qui sont vendus dans le département du Nord et dans le département du Pas-de-Calais transitent par Rotterdam et pas par les ports français. Et je pense que les Pays-Bas s'imaginent aussi encore accroître le volume de marchandises qui transitera par leur port. Donc on voit bien que les États ont des intérêts divergents sur la question, et donc que l'accord du Mercosur va passer et que ce n'est que la suite d'accords précédents et qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. La question sera rouverte avec les États-Unis, c'est certain, et on a même commencé à parler d'un accord de libre-échange avec avec la Chine. Bon, qui n'a déjà pas beaucoup de difficultés à exporter chez nous. Donc, on voit pas bien en quoi ça va faciliter. Mais les Oui, États-Unis, ça va c'est aussi changer- intéressant parce que les arranger les États-Unis, affaires. dans le cadre du très mauvais accord qui avait été fait par Ursula von der Leyen, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a tout un tas de pays beaucoup plus petits qui ont obtenu des meilleurs accords. Dernièrement, la Suisse, qui était à 39%, est passée à 15% avec moins de contraintes que l'Union européenne. Il y avait déjà le Royaume-Uni qui avait un meilleur accord, l'Australie qui avait un meilleur accord, le Japon qui avait un meilleur accord, la Corée du Sud qui avait un meilleur accord. Mais bref, pourquoi c'est un meilleur accord? Par exemple la Suisse, c'est qu'il n'y a que quelques produits agroalimentaires américains qui viendraient en Suisse sans droit de douane. Eux, ils ont le 15% en face comme nous. Sauf que nous, il y a beaucoup plus de produits agroalimentaires, il y a le 15%, mais nous, il y a carrément une exemption aussi. Les produits industriels américains, tous les produits industriels américains viennent en Europe avec zéro droit de douane. Quand vous avez, vous, du 15%, plus un euro que ça a apprécié depuis le début de l'année de 12%, c'est-à-dire que c'est une perte de compétitivité directe par rapport aux États-Unis de 27 points d'un coup. Et de toute façon, là on voit bien que ça a encore été un sacrifice de l'agriculture avec les États-Unis, pas que, mais le seul secteur en fait dans ces accords qui a bénéficié, c'est le secteur automobile. Donc automobile allemand, sachant que Stellantis et Renault n'exportent quasiment pas aux États-Unis depuis la France. Et donc qui est passé de 27,5% à 15%. C'est le seul secteur qui gagne. Tous les autres sont perdants, notamment nous, les secteurs agricoles, vins et spiritueux, etc., qu'on envoie là-bas, qui est le premier contributeur, sont tous perdants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Union européenne négocie un accord de libre-échange, que ce soit le Mercosur ou les États-Unis, elle sacrifie toujours les intérêts des agriculteurs français pour l'industrie allemande et en l'espèce ici pour les États-Unis l'industrie automobile. Et ça c'est honnêtement c'est assez dégueulasse dans la mesure où la France est le premier pays agricole de l'Union européenne. On a un gros problème avec peut-être pour la première fois de l'histoire récente française, on va avoir une balance agricole, commerciale agricole qui va être déficitaire en 2025. Et en fait, on est en train d'euthanasier nos agriculteurs, ce qui est un véritable scandale. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 3 effets. Le premier, c'est les accords de libre-échange dont on parle, ce qui veut dire qu'on importe de la concurrence déloyale, des produits qui ne respectent absolument pas les normes sociales, environnementales, etc. On impose dans le même temps des normes délirantes à nos agriculteurs, en termes d'utilisation phytosanitaire, en termes de paperasse. Un agriculteur passe quasiment 2 jours et demi par semaine à faire de la paperasse. Et en plus de ça, il y a les nouvelles négociations budgétaires 2028-2034, alors elle n'est pas définitive, mais dans la première copie de la Commission européenne, on leur baisse le montant de la PAC de 24%. Donc le message est très clair en gros, c'est on va tuer nos agriculteurs et on importera des produits qui viennent d'autres pays, parce qu'aussi il y a certains pays de l'Union européenne qui veulent ça. C'est pas le cas de la France, c'est pas le cas des Français, mais il y en a qui veulent ça. Et donc c'est en ça que c'est scandaleux, et les macronistes ne défendent absolument pas nos agriculteurs.
alors que c'est au-delà de l'aspect de souveraineté alimentaire qui est essentiel, ça fait partie des paysages, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'identité de la France, et on ne peut pas laisser tomber nos agriculteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il est grand temps de se débarrasser de la Macronie et d'avoir vraiment un gouvernement patriote qui va défendre nos agriculteurs. Je pense que l'Union européenne, sur cette question, est très claire. Elle se dit survivra qui s'adaptera. Et comme elle sait très bien qu'en France, ce qui va se produire, c'est la grande céréaliculture et, dans une moindre mesure, la viticulture qui vont s'en sortir, la France produira du blé en masse et du vin, et le reste mourra. Donc c'est ça qu'il faut dire aux agriculteurs. Encore que pour le blé, si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, comme le souhaite la Commission européenne, ça va être une autre paire de manches. Donc bien sûr, mais c'est dramatique. Et d'ailleurs, il y a déjà des accords d'association avec l'Ukraine qui amènent joyeusement beaucoup de blé, de volailles, qui sont aussi une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Donc évidemment que tout est fait pour sacrifier nos agriculteurs à chaque fois, et c'est un véritable scandale. Bon, donc la France est encore victime de l'Union européenne, évidemment, également de la duplicité de leurs premiers complices que sont les macronistes et ce qu'on pourrait appeler l'extrême centre. Nous discuterons d'ailleurs dans la troisième partie de ce qui deviendra de cet extrême centre, notamment dans la perspective de la présidentielle 2027. Auparavant, j'aimerais remercier tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. La chaîne de Reprenons le contrôle a fait énormément progresser cette année. C'est en grande partie grâce à vous, évidemment. Nous avons engrangé beaucoup d'abonnements, nous avons engrangé également beaucoup de vues. Nous avons fait 19 francs-parler, dont l'un consacré à Vincent Lapierre, qui a explosé des records. Je crois qu'on a atteint plus de 2 millions de vues. 2 500 000. 2 500 000, c'est sans doute pas fini. Tout super confondu. Nous multiplions maintenant les diffusions, notamment les formats également. Et nous espérons, vous voyez que nous avons d'ailleurs, nous inaugurons une sorte de nouvelle mise en scène pour ce numéro de Table ouverte, et nous verrons comment nous le prolongeons l'année prochaine. Je vous invite d'ailleurs à commenter, à exprimer votre avis sur ces changements, sur ces progrès. Je vous invite également, bien sûr, à adhérer à Reprendre le contrôle, également à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la diffuser autour de vous, autant que faire se peut. Ça nous est évidemment indispensable pour continuer à vous informer et à débattre de tous ces sujets, parce que je pense que vous aurez peu d'endroits sur Internet et même ailleurs où vous pourrez entendre les discours que nous tenons. Voilà, nous allons maintenant passer au troisième sujet, donc la présidentielle 2027 commence quelque peu à pointer le bout de son nez. On a vu récemment, notamment, l'opération Glucksmann, on va appeler ça comme ça, qui semble avoir été préparée de longue date, d'abord avec Madame Salamé, qui a été bombardée, parachutée au JT de France 2, avec une réussite extrêmement discutable. Ce qui montre que les gens sont peut-être pas si dupes que ça de la manœuvre. Je rappelle que Madame Salamé est la femme de Monsieur Glucksmann, évidemment. Et puis là, il a fait un peu la tournée des popotes. Il a eu des prestations qui n'étaient pas très bonnes. On ne les discutera pas parce que d'ici à ce que la vidéo soit diffusée, peut-être qu'il va encore empirer dans le calamiteux. Il est constant, au moins. Il est constant, sans doute. Mais il faut bien reconnaître que sa présence gêne un peu. On ne peut pas vraiment dire qu'il fasse l'unanimité autour de lui. Il aimerait réunir sans doute le PS, mais qu'en sera-t-il? Puis que restera-t-il du PS après les municipales également? On ne sait pas. Et de l'autre côté, du côté, on va dire, du centre-droit, Glucksmann représentant le centre-gauche, l'européisme de gauche, nous avons la jeune garde, les jeunes turcs du macronisme, en la présence de M. Attal et de M. Philippe essentiellement. Enfin, jeune. Oui, jeune. Philippe. Alors Philippe, c'est peut-être moins le cas, mais... en tout cas, ils se haussent du col tous autant qu'ils le peuvent. Apparemment, la Macronie est dans un état absolument déplorable. Voilà, nous avons au moins ces trois candidats-là sur le grill. Et puis, nous allons discuter. Peut-être Xavier Bertrand pour les LR. Oui, sait-on jamais. C'est vrai que c'est après, on va pas faire la litanie parce qu'il y a également Ségolène Royal. Sa 15e tentative de candidature, Xavier Bertrand, peut-être qu'il arrivera enfin. Qui, comme toujours, se met dans les blocs de départ, alors que bon, on sait très bien qu'il ne partira sans doute pas, mais bon, voilà. Président du syndicat des eaux, parce que c'est vraiment un filet d'eau tiède. Je vous propose de faire un peu le bilan là-dessus. À votre avis, quel sera le candidat du centre? Y en aura-t-il un? Y en aura-t-il deux? Et qui pour remplacer Macron et effacer
effacer finalement ce désastre qu'il a produit en 10 ans. Alors Charles, quels sont tes prétendants toi, dans ce tiercé? Peut-être que tu as d'autres candidats en vue. Celui que tu redoutes, celui que tu redoutes et celui que tu espères. Disons que la logique voudrait qu'il y ait 3 candidats centristes avec un candidat PS, un candidat macroniste pur jus et un candidat LR. Maintenant, il y a certaines hypothèses qui reviennent en se disant le centre maintenant est tellement bas d'un point de vue électoral qu'est-ce qu'ils vont pas devoir fusionner des candidatures pour éviter, ce qui est leur grande crainte, d'avoir un deuxième tour entre le candidat du RN et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il se passe ça? Et parce que dans les sondages, il y a eu un sondage, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de dissolution, il y a eu un sondage sur des éventuelles législatives et la Macronie a perdu près de 7 points par rapport aux dernières législatives de 2024. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une réaction directe de Attal et de Philippe qui veulent maintenant, je veux dire, c'est le Titanic, le macronisme, et donc ils vont voulu se détacher au maximum d'Emmanuel Macron. Et ils l'ont appelé à démissionner d'ailleurs. Édouard Philippe l'a appelé à démissionner et Attal a été un peu moins, Gabriel Attal a été un peu moins, même s'il il avait déjà dit un peu avant, mais il a répété de façon assez forte qu'il ne comprenait plus du tout les méthodes, ce que faisait le président de la République. Oui, c'était un désaveu. Voilà, ils ont voulu se détacher un maximum. Mon sentiment en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas Attal et Philippe en même temps. Oui, ça paraît... Le macronisme va au moins choisir. Et après, je pense tout de même, à moins qu'il y ait un accord entre Édouard Philippe et LR, je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un candidat du PS. Et avec finalement Raphaël Glucksmann qui n'a pas brillé, je l'ai vu sur LCI, il n'a pas brillé non seulement dans son débat avec Zemmour, où c'était assez pathétique, mais même avec le public, en fait. C'est-à-dire quand on lui a demandé pourquoi il faudrait voter pour lui, en fait, à part des grandes phrases complètement creuses, il est incapable de dire quelque chose de concret, il n'est pas bon sur le fond, il n'est pas bon sur la forme. Enfin, c'est vraiment un très mauvais candidat. C'est-à-dire que je pense que si c'est Raphaël Glucksmann, je pense que c'est une autoroute pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je le trouve encore plus médiocre que François Hollande. Alors, le problème, c'est au PS, qui d'autre? Enfin, Olivier Faure est quand même aussi relativement médiocre. Donc, c'est possible que par défaut, ça sera Raphaël Glucksmann. Mais la dernière candidate était Madame Hidalgo. Oui, avant c'était Benoît. Avant c'était Benoît. Donc il y a quand même il y a une certaine et Anne Hidalgo qui a fait 2%. Il y a une certaine constante finalement dans le profil psychologique, ils prennent à chaque fois plus mauvais. C'est ça. Mais Anne Hidalgo, je ne sais pas s'il peut faire plus mauvais qu'Anne Hidalgo. Même si il a fait fort, j'ai vu aussi sur LCP, Raphaël Glucksmann, c'était quand même pas très brillant. Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant. À mon avis, le candidat LR, enfin les LR se sont tués. Ils avaient le candidat qui se voulait naturel, mais aussi Bruno Retailleau qui s'est tué avec sa sortie du gouvernement, le fait qu'il ne tienne même pas ses troupes, parce qu'il voulait la censure, il ne voulait pas de LR au gouvernement. Il y a eu des LR au gouvernement et ses troupes, ses députés à l'Assemblée nationale, en fait, n'ont absolument rien à faire de son avis. Donc quand on n'est pas capable de diriger et d'avoir de l'autorité sur son propre parti politique, on a du mal à l'imaginer à la tête du pays. Donc je pense que c'est complètement démonétisé. On n'entend plus parler. Voilà, et donc à mon avis, ça va. Le PS et LR vont plutôt être en phase de descente. Et c'est la question, ça va être qui de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe va prendre le pas sur l'autre. Je pense que les deux vont se mener une lutte à mort jusqu'à ce qu'il y ait le choix. Et après, c'est est-ce que ce candidat de l'extrême centre arrivera en fait à battre Jean-Luc Mélenchon, parce que si on regarde les sondages, le Rassemblement national semble avoir une qualification quasiment automatique au deuxième tour. La question, c'est qui va être au deuxième tour face à un seuil de qualification qui va être très bas. Et Jean-Luc Mélenchon étant très bon en campagne, alors évidemment, c'est très hasardeux de faire un pronostic 18 mois auparavant. Mais je pense, et a fortiori s'il n'y a pas de dissolution, parce que je pense que le fait qu'il n'y ait pas de dissolution, les magouilles, le mauvais budget, ça va faire encore plus que s'affaisser le centre. Je pense que s'il n'y a pas de dissolution d'ici à 2027, à mon sens, si je devais faire un pari aujourd'hui, je dirais que ça se jouera entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat du RN, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella.
Alors, juste pour, chez les macronistes, entre la guerre larvée, peut-être même ouverte, entre Attal et Philippe, il y a eu récemment l'élection du président des Jeunes. Alors, c'est pas les Jeunes avec Macron, ça a changé, c'est les Jeunes en Marche, je crois. Donc, le renouvellement, il y avait eu Ambroise Méjean, et depuis, ça a été renouvelé. Et donc, c'est le second qui vient d'être élu, mais qui est partisan d'Attal. Mais il faut voir qu'il y a déjà des bisbilles, puisque la candidate malheureuse, je ne sais plus, c'était Alban Branlant ou une autre, oui, parce a fait une procédure parce qu'elle accuse finalement de magouille au sein même de ce petit groupuscule, les Jeunes en Marche. Donc bon, on voit que ça commence déjà à remuer et à trafiquer un peu dans ce Il dans faut ce pas sens-là. oublier qu'il y a trois partis. Alors, on imagine mal François Bayrou revenir, mais la majorité, qui est plutôt une minorité maintenant macroniste, est composée à la fois du MoDem, donc de François Bayrou, de Renaissance, qui était Macron, mais qui a été repris par Gabriel Attal, au grand désarroi d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui ne voulait pas que Gabriel Attal reprenne son parti, et Horizon, qui est le mouvement d'Édouard Philippe, qu'il a créé après avoir trahi les LR, qu'il a créé dans un deuxième temps, en fait, pour ne pas être Oui, la c'est une bouée, sécession des la LR, bouée en fait. complète. Il a été nommé, il était encore LR, en fait. Il a créé ça après coup pour ne pas être la bouée complète de secours des macronistes. Il a créé son parti Horizon derrière, où il y a des gens assez extraordinaires, de type Nathalie Loiseau, au Parlement Ah oui, c'est vrai européen, qu'il y a l'Horizon. de type Christian Estrosi, donc des gens avec quand même une épaisseur et un fond politique assez extraordinaire. Et toi, quel est ton tiercé gagnant ou perdant, je ne sais pas, Kylian? Je pense que ce qui compte vraiment ici, c'est que effectivement le seuil de qualification au second tour sera très bas. Enfin, en tout cas pour la deuxième place. Et En ça veut dire pourcentage, ça fera quoi? 15%? peut-être même pas 15. Même pas 15. Je Euh, rappelle qu'en 2002, qui était un des sièges les plus bas, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait fait à peine 16,2, un truc comme ça. C'est possible, j'ai pas les chiffres en Non, tête. 16,8 et 16,2, un truc comme ça. Il était pas 17-18, je dirais plutôt. Mais... Non, je crois qu'il était sous les 17. C'est vraiment joué pas grand-chose. Enfin, bon, voilà. Oui, Pour Il y donner, avait énormément de candidats. oui, hein. pour donner beaucoup un de ordre, candidats. un ordre de. Toujours d'idée. est-il que le seuil de qualification étant très bas et les sondages simultanément présentant des partis au coude à coude entre le PS, Renaissance ou Édouard Philippe, enfin il y a plusieurs scénarios, mais enfin ils sont entre 12 et 15 tous. Bon, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont autour de 35, donc il y a une marche considérable. En tout cas, ils peuvent tous arriver au second tour, donc c'est vraiment la course, c'est la course au pompon. Et donc ils vont tous redoubler d'efforts en se disant qu'ils ne vont pas avoir à faire beaucoup pour passer au second tour. Et comme ils peuvent tous aller au second tour, eh bien ça veut dire qu'ils vont tous jouer leur va-tout, notamment lors des municipales. Et je vois bien le PS, par exemple, que ce soit Glucksmann ou pas, même si je pense que pour eux, ce serait une connerie de mettre Glucksmann. Le PS, ça explique la stratégie du PS vis-à-vis du gouvernement Oui, Lecornu. bien sûr. C'est de retaper la boîte avec les retraites, avec Zuckman, enfin la taxe Zuckman, pour dire, voilà, on avait obtenu des choses, bah, il faut poursuivre, et pour poursuivre, bah, Oui, il faut c'est nous, la gauche combative, il faut nous quoi. mettre à l'Élysée, vous voyez. C'est La ça gauche combative l'objectif. avec Glucksmann. Et C'est drôle. simultanément, à mon avis, le PS va jouer la carte. Géorgie, peut-être. Peut-être, après tout, le président Saakashvili a eu tellement de nationalités que pourquoi pas Glucksmann. Donc je disais, oui, le Parti socialiste va tenter une autre carte, c'est qu'effectivement, dans l'hypothèse où Mélenchon arrive au second tour, c'est l'hypothèse, Mélenchon est l'hypothèse où le RN a le plus de chances de l'emporter. D'ailleurs, personne ne voit vraiment Mélenchon l'emporter face au RN, en tout cas actuellement. Donc le PS pourra jouer aussi la carte du vote utile, en disant, mais si vous votez pour Jean-Luc Mélenchon, vous, électeurs de gauche, vous êtes assuré Oui, de perdre. de perdre. Et pire que ça, vous allez donner la Ouais, victoire c'est au ça. Rassemblement national. C'est du billard à 3 bandes, hein, là, ça devient. Voilà. Donc votez pour nous, puisque nous avons une chance de l'emporter Oui, c'est ça. face aux candidats du Rassemblement national, parce que nous pourrons ratisser plus large, et en fait nous pourrons vous trahir, mais ça ils ne le disent pas. Mais Ce nous sera les pourrons- castors dès le premier tour. Oui, ce sera effectivement, ils vont jouer à fond la carte du vote utile, en tout cas pour le PS. Au centre, je pense aussi que cette carte va être jouée dans le sens où Édouard Philippe, qui est le candidat par défaut, quoi. C'est vraiment c'est la glace saveur vanille. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne l'adore, mais tout le monde la mange, quoi. Donc il est capable de ratisser partout. Et donc Édouard Philippe est probablement d'ailleurs le plus dangereux, si tant est-ce qu'il y a quelqu'un de dangereux pour le RN, mais c'est le plus dangereux pour le RN parce que
il peut effectivement collecter des votes dans tous les sens et espérer faire 51, 52 en disant qu'il a bien eu et que ce que ne peut pas faire Mélenchon. Mélenchon va avoir du mal, même s'il va essayer de se recentrer lors d'une campagne de second tour. Non, il est parti Ça va trop être- loin. ça Non, va je être pense très que difficile. c'est même dès le premier tour, on voit, là, alors ils vont jouer encore le communautarisme à fond, le LFI, jusqu'au municipal. Oui, surtout Jean-Luc municipal. Mélenchon lui-même, d'ailleurs, son dernière interview, il commençait déjà à le faire apaiser, se recentrer, etc. Mais il va repartir directement après, comme la campagne de 2022, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, surtout sur le fond, on va dire, mais sur la forme, il est très bon, il est bon en campagne. Et moi, je pense s'il part déjà à 12,5, ce qui est assez haut, aussi loin de la présidentielle, et compte tenu de ce qu'il a fait, alors évidemment, il n'aura peut-être pas un plafond aussi haut que ce qu'il pouvait avoir en 2017 et 2022, mais comme le seuil de qualification va être plus Ça bas, pourrait lui suffire. et qu'il fait une belle campagne, il Mhm. peut, à un moment donné, bénéficier de ce vote à gauche pour passer devant Édouard En Philippe. 2017, Et il c'est pour était. ça que ça reste mon hypothèse Il a toujours fait, première. mais, il a toujours fait les 2 dernières fois, il a toujours fait plus de 15 ou 16. En Hein. 2017, il c'était même était. 18-19, donc... Et en plus, Oui, il a un oui. socle électoral très consolidé maintenant, alors sur des bases effectivement très contestables, mais qui lui assure quasiment 10%. Bah, c'est sa stratégie, inconditionnellement, c'est je d'avoir- dirais. Sa stratégie, c'est d'avoir le leadership à gauche et après de jouer au vote utile. Sauf que le problème, c'est qu'il est tellement loin dans sa stratégie communautariste qu'il s'est aliéné une partie de la gauche. Donc je ne pense pas qu'il puisse atteindre exactement les mêmes pourcentages que ce qu'il peut obtenir, mais le seuil de qualification étant très bas, il peut très bien avoir un 16, un 17% qui suffisent à se qualifier au deuxième tour. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'il va essayer de se recentrer. Mais je pense qu'effectivement, il est allé trop loin. Ce qui n'empêchera pas forcément d'aller au second tour, mais ce qui lui assure quasiment de le perdre. Alors, ce sera peut-être pas à grand-chose. J'ai vu quelques commentaires rares disant 70-30, ça c'est beaucoup trop. 60-40, c'est davantage possible. Je vois plutôt un 55-45, c'est-à-dire quand même une grosse avance pour le candidat du Rassemblement national. Hein. Il faut 55-45, c'est une sacrée différence. Je ne me souviens plus en 2022, Ça mais fait entre 2 Marine millions, Le Pen 2, et 3 millions de Emmanuel voix. Macron, on était à moins que ça. On était à peut-être 53-47, 54-46 peut-être. ou peut-être 54-46, je ne sais plus Et donc, exactement. finalement, pour le centre. Alors pour le centre, je pense que ça finira par être Édouard Philippe, parce que je la pense, glace à la vanille, non parce que oui, la glace à la vanille, tout à fait. Euh, et puis maintenant, d'ailleurs, sans là, mais je pense que ce sera lui, parce que Gabriel Attal se dira qu'il a encore le temps d'attendre. Y compris si d'ailleurs, entre-temps, il y a un mandat, voire deux, soit de Marine Le Pen, soit de Jordan Bardella, il a le temps d'attendre, alors qu'Édouard Philippe moins. Et que Édouard Philippe va davantage faire l'unanimité que lui au centre, même si effectivement il va essayer jusqu'au bout de l'emporter. Je pense que ça finira par être Édouard Philippe, même si à chaque fois qu'il ouvre la bouche d'ailleurs, il semble le perdre dans les sondages, mais je pense que ce sera Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe aura des ralliements, y compris peut-être de LR, Ouais. à voir, ça dépend qui ce sera. Alors qu'Attal n'en aura pas. Ça, Bah, c'est sûr. j'ai vu que non, parce que Attal serait plutôt enclin à avoir le soutien du PS version Oui, c'est Glucksmann. ça, c'est ça. Oui, centre PS, oui. Voilà. Alors que Édouard Philippe, lui, irait plutôt du côté de la droite. Ouais, il reviendrait sur leur, leur Oui. siège Mais naturel. ça quoi, pourrait le être la siège de fin, ça départ. pourrait être la redissolution du centre dans les ailes. On pourrait voir, et ça serait d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qu'espère le PS. Le PS espère que le centre finisse de se fracturer pour absorber de nouveau tous ceux qui ont quitté le bercail en gros en 2017. Absorber à nouveau une partie du centre et donc gonfler pour pouvoir faire face vraiment à la France insoumise. Bon, à droite, par contre, je pense qu'il n'y a pas assez d'espace. Et donc, s'il y a une fracturation du centre total, c'est la fin d'Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe ne peut plus se poser, il ne pourra pas se poser à droite, parce que là, dans ce cas, ni Wauquiez ni Retailleau ne le rallieront. D'ailleurs, ils se sont rencontrés récemment, alors que ça faisait des semaines qu'ils ne s'étaient pas vus. Et donc, je pense que Wauquiez et Retailleau vont se rabibocher pour définir une nouvelle stratégie, je ne sais pas sur quelle base. Je ne vois pas Wauquiez y aller, ça m'étonnerait beaucoup. Donc peut-être une nouvelle tentative de relancer Retailleau, qui reste le président du Merci, parti. ouais. Hein, bon. Alors, et généralement à droite, c'est le président du parti qui est candidat. Donc ce serait logique que ce soit lui. Enfin, à voir. Peut-être Xavier Bertrand, effectivement, qui descendrait sur son cheval blanc. Voilà, Paris vaut bien une messe. Donc voilà, je pense que tout va dépendre en fait de l'état du centre. Peut-être qu'il n'y aura même plus de centre réel en 2027 et qu'on retournera à un scénario. Tu n'as pas évoqué un candidat en revanche.
J'ai pas évoqué. Bruno Le Maire. Il y a Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, 90-10 au second tour. Bruno Le Maire, c'est sûr. Ce sera un score de Et dictateur. puis, si, il ne faut pas oublier qu'il y aura un candidat écologiste. Oui, sans doute. A priori, oui. Après, ils sont un peu entre deux parce qu'il y a aussi une tentative à gauche. Est-ce qu'ils vont faire leur espèce de primaire de la gauche hors LFI ou pas? C'est aussi une question qui reste ouverte, comme maintenant Laurent Wauquiez. Alors, je ne pense pas que ça se fasse, mais Laurent Wauquiez essaye d'avoir une primaire de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. Ça semble un peu plus enclenché à gauche, ils ont un consensus. La seule problématique, c'est que les Verts, donc Marine Tondelier, voudraient que ça ait une primaire complète de la gauche, elle est fait inclus, alors que les autres semblent, ou en tout cas le PS, une bonne partie du PS, ne veut pas aller à la présidentielle avec LFI en candidature commune. Donc il faudra voir combien il va y avoir de candidats de gauche, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec son socle, je pense que Jean-Luc Mélenchon peut être devant les autres. Il a toutes Ça, ses non chances seulement pour y son socle, et aussi la qualité intrinsèque du candidat. Enfin, je veux dire, s'il y avait un débat, ça serait assez amusant, un débat Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, par exemple. Je pense que voilà, sur le fond, il n'y a pas... Le pauvre Raphaël les se ferait deux, ratatiner. je ne raffole pas les deux sur le fond, mais sur la forme, ça peut être très, très drôle. Bon, en tout cas, voilà, qui vivra verra, n'est-ce pas? Donc, ça risque de rythmer la pré-campagne qui s'avère sans doute passionnante, peut-être même plus passionnante que la... Ben, on est à peu près, en tout cas quand l'épisode sortira, on sera à moins de 500 jours du premier tour de la présidentielle. Donc, voilà, on risque d'avoir une pré-campagne plus passionnante encore que la campagne. Donc, restez branchés. Nous aurons l'occasion d'en reparler en 2026, l'an prochain. Et d'ailleurs, je vous invite à vous-même faire votre propre tiercé dans les commentaires. Dites-nous selon vous, les stratégies adoptées, si vous pensez que Kylian ou Charles-Henri sont davantage dans le vrai, ou qu'au contraire, ils se trompent complètement. Nous verrons bien, prenons les paris. Et je vous donne rendez-vous pour donc l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, et à l'année prochaine.